Je vais en profiter pour régler quelques comptes. Enfin, si ça vous a plu, il faut me le dire à moi, et si ça vous a pas plu, vous le dites à lui. Hein. Mais bien sûr, le véganisme est du spécisme libéral. Des personnes âgées dans les EHPAD avec plus de monde pour torcher les vieux alzheimeriens. Est-ce qu'on est aujourd'hui à l'égalité entre les femmes et les hommes ou est-ce qu'on n'y est pas du tout? Aucun média en France ne ment. Yo, c'est Jules pour Le Crayon. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Œil pour Œil, l'interview débat du Crayon. Nous sommes avec Julien Aubert. Bonjour, monsieur Julien Aubert. Bonjour. Vous êtes député, Les Républicains. Et j'ai aujourd'hui pas mal de questions à vous poser, notamment sur la droite. Pour introduire cette émission, j'étais jeudi dernier au congrès à Nîmes de rentrée des députés Les Républicains, auxquels se sont présentés les 5 candidats déclarés à la présidentielle de la droite républicaine, Valérie Pécresse, Xavier Bertrand, Philippe Juvin, Éric Ciotti et Michel Barnier. Quel était le but de cette rentrée? Pourquoi est-ce que ces candidats se présentent aux députés Les Républicains? Et quel est le pouvoir que vous pouvez leur apporter à ces candidats-là? La légitimité. En fait, il vous aura pas échappé que c'est compliqué la droite aujourd'hui. Nous avons perdu en 2012, nous avons reperdu en 2017, et la droite a envie de gagner en 2022, mais le problème c'est que nous avons, on va dire, les thématiques qui sont développées dans la société française sont plutôt des thématiques de droite, mais nous avons trop de candidats. Alors il vaut mieux avoir trop de candidats que pas de candidats, mais on doit bien faire un choix. Et dans cette concurrence qui s'exerce, chacun essaie de bâtir sa légitimité. La légitimité, elle peut venir d'où? Je dirais des grades que vous avez, ancien président de région, ancien commissaire européen. Elle peut venir des sondages, je suis en avance, donc c'est moi qu'il faut suivre. Ou elle peut venir du soutien des élites du parti. Combien de parlementaires, combien de députés, combien de sénateurs sont derrière vous? Pour plier le match le plus rapidement possible, éviter éventuellement une primaire pour certains, ou en tout cas la gagner pour d'autres. Et ainsi arriver avec le maximum de chances d'être investi par les Républicains pour cette élection présidentielle. Puisque c'est en effet un enjeu, cette primaire, c'est quelque chose qui est évoqué depuis de longs mois par la droite, mais tout le monde ne s'y intéresse pas de la même manière. Xavier Bertrand notamment avait déclaré qu'il n'y participerait pas. Les rumeurs couraient également au sujet du fait que cette primaire pourrait en fait ne pas avoir lieu. Il y a le 25 septembre un congrès des adhérents des Républicains. Si les adhérents étaient d'accord, peut-être que cette primaire n'aurait pas lieu et qu'un candidat serait désigné. Qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui de ça? J'en pense que la primaire, c'est le pire des systèmes à l'exception de tous les autres. Quand vous avez plusieurs candidats, il faut bien trouver un moyen de les départager. Donc soit la nature, le darwinisme fait son travail, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il vous reste une espèce dominante, un candidat dominant, parce que les autres ont arrêté, parce qu'ils ont lâché, parce que c'était trop compliqué, parce qu'ils voient qu'ils ne percent pas dans les sondages. Sauf que là, on fait un pari. On est en septembre, il faudrait quand même qu'en décembre, on ait notre candidat. Ou alors, vous organisez une compétition et vous tranchez par un vote. La question est de savoir qui vote. Et donc, on rentre sur un débat parce que nous avons des adhérents, 80 000 adhérents des Républicains, qui font vivre le mouvement, qui collent les affiches et qui ont gardé un très mauvais souvenir de la précédente primaire, très ouverte. Il n'y a rien de pire pour quelqu'un qui est, je dirais, tout le temps là pour son parti politique, au moment où il faut choisir le chef, d'être un peu écarté en disant écoutez, vous allez peser 5% du corps électoral. Par contre, celui qui gagne, il va falloir coller ses affiches. Donc c'est pour ça qu'on a cette tension, et aussi avec des mauvais souvenirs, parce que la primaire, c'est aussi des gens qui s'affrontent à la télévision, des cassures, des divisions, des écuries, des équipes. Après, il faut recoller les morceaux. Donc il y a ça comme, je dirais, tableau de fond. Moi, je crois qu'aujourd'hui, on a Xavier Bertrand qui est un peu en avance, Valérie Pécresse qui est pas loin, Michel Barnier qui est pas distancé. On a des candidats qui plaisent plus aux adhérents, d'autres qui sont meilleurs dans l'opinion. Il vaut mieux trouver des règles objectives, neutres, pour essayer d'intéresser le plus possible de citoyens de droite et organiser une primaire pour désigner celui qui a le plus de chances. C'est ça, en fait, je pense, la réponse à votre question.
Mais est-ce que cette droite, elle n'est pas déjà, il n'y a pas déjà des dissensions? C'est ce que vous disiez. Bon, la primaire peut évidemment en créer avec ces débats télévisés, puis ces animosités qui peuvent naître. Mais aujourd'hui, entre une ligne, et c'est un secret pour personne, d'Éric Ciotti qui appelle et à plein anime à une opposition, un front d'une certaine manière contre Macron, et qui se rallierait plutôt, comme il l'a déclaré, à des candidats d'extrême droite, et une ligne de Xavier Bertrand, un front plus républicain, comme on a pu le voir d'ailleurs en région PACA au régional. Est-ce que ces dissensions, elles ne sont pas déjà là? Et peut-être comment est-ce que on les recolle? Ou quel est votre point là-dessus? Il y a deux sortes de choses. Il y a les dissensions, les animosités qui peuvent exister entre les gens. Et on va dire que dans le panel actuel, il n'y a pas d'animosité personnelle. Il n'y a pas de cadavres dans les couloirs, dans les placards. Il y en a eu par le passé? Ah oui, entre François Fillon et Nicolas Sarkozy, entre Nicolas Sarkozy et Alain Juppé, entre Jean-François Copé et François Fillon, la primaire de 2016, c'était quand même l'occasion de régler un certain nombre de comptes. D'ailleurs, est-ce qu'ils jouent encore un rôle, ces personnalités-là, dans la primaire aujourd'hui? Plus beaucoup, non. Même Nicolas Sarkozy? Même Nicolas Sarkozy. Deuxièmement, ça ne veut pas dire qu'il ne veut pas jouer un rôle, mais aujourd'hui, ce n'est pas lui qui tient la machine. Le deuxième chose, ce sont des stratégies différentes. Ceux qui pensent qu'il faut gagner en reprenant les électeurs d'Emmanuel Macron, ceux qui pensent qu'il faut gagner en reprenant les électeurs de Marine Le Pen. Maintenant, vous avez opposé, par exemple, Éric Ciotti et Xavier Bertrand. Erreur, mon cher Jules. Parce que la stratégie de Xavier Bertrand, c'est bien de récupérer les classes populaires. Les classes populaires, elles ne votent pas pour Macron. Pour Marine Le Pen. Et quand vous dites Éric Ciotti pourrait se rallier, ça c'est un raccourci journalistique. Éric Ciotti a dit qu'entre Macron et Zemmour, il voterait Zemmour. Mais comme beaucoup de gens de l'aile droite du mouvement. Vous le voyez. Oui, c'est ce que je disais. Vous avez qualifié de candidat d'extrême droite, c'est compliqué Zemmour. Il émarge à la fois à la Zemmour droite. n'est pas d'extrême droite. Non, il émarge à la fois à la droite et à l'extrême droite. Non, c'est pas parce qu'il rallie des personnalités ou des électeurs de droite qui n'est pas d'extrême droite. Tout dépend de ce que vous appelez l'extrême droite. Bah, c'est quoi? Pour moi, l'extrême droite, c'est une droite qui... Enfin, c'est pas une droite d'abord. C'est un courant de pensée qui essentialise les gens et qui les rejette pour ce qu'ils sont et non pas pour ce qu'ils peuvent dire ou ce qu'ils peuvent faire. C'est les gens qui vous disent, finalement, un Africain, il n'a pas sa place en France parce que la France, c'est un pays de blancs. Ça, c'est une position d'extrême droite. Une position d'extrême droite encore plus poussée, c'est considérer que y a une supériorité des blancs sur les noirs. Voilà. Là, vous avez du racisme. Dans le cas d'Éric Zemmour... L'extrême droite, c'est plus que du racisme. Il y a toute une lignée de totalitarisme. C'est le fascisme de Mussolini. Il y a une manière d'exercer le pouvoir, par exemple. Mais c'est aussi, et d'ailleurs, sur cette question de la place des Noirs en France, par exemple, Éric Zemmour, il y a 2-3 jours, sur France 2, déclarait que les personnes, il reprenait la phrase du général de Gaulle, ce qui est toujours une belle caution, qui disait que la France est de race blanche, de religion chrétienne et de racines gréco-romaines, ce que je ne conteste pas forcément, mais en tout cas, cette notion de blanchité en France, il la reprend à son compte quand même. Oui, c'est pour ça qu'il est à la lisière. L'un des éléments sur lesquels je suis le plus en désaccord avec Zemmour, c'est le fait qu'il considère que les musulmans ne peuvent pas être français. Il pense que l'islam est... Enfin, en tout cas, il est plus complexe que ça, mais il considère que l'islam en lui-même est un problème. Moi, je pense que c'est l'islamisme qui est un problème, c'est-à-dire une idéologie qui fait de la religion quelque chose de supérieur aux lois de la République. Mais il ne l'applique pas dans une dimension raciale, et c'est en ça qu'il est trouble. Il l'applique sur une religion qui n'est pas un racisme. On l'oublie, mais on a le droit de ne pas aimer l'islam. L'islamophobie, c'est pas la même chose que le racisme. Et je sais qu'on mélange. Alors vous me direz, vous aurez beau jeu de me dire que très souvent les musulmans sont issus du Maghreb, mais pas tous, en tout cas pas en France. Et donc... Et c'est d'ailleurs pour ça qu'Éric Zemmour mord sur une partie de l'électorat de droite. On a trop souvent, je dirais, agité l'épouvantail de l'extrême droite pour empêcher le débat. Et il faut être honnête, si vous voulez, sur ce que les gens disent ou font. Ce qui permet d'ailleurs d'expliquer très clairement les désaccords. Si vous voulez parler de totalitarisme ou de fascisme, vous l'avez beaucoup plus, pour moi, dans le mouvement woke.
Ça, c'est un mouvement qui est un mouvement, pas d'extrême droite, mais un mouvement extrême. Quand on vous dit, vous comprenez, le problème de la France, c'est les blancs, les mâles, le patriarcat, vous réduisez en fait des individus à quelques singularités de leur être qu'ils n'ont pas choisi. Alors, on dit c'est pas grave parce que les blancs c'est la majorité. Enfin, si le wokisme s'attaquait aux juifs, on le verrait de manière différente. Et ça, pour le coup, c'est essentialisant et c'est raciste. Mais dans le fascisme, moi, mon point, c'était surtout sur la manière d'exercer le pouvoir. Et quand j'entends d'ailleurs au Congrès des Républicains, chacun des candidats donner ses 3 priorités, ce qui était d'ailleurs l'une des questions de Damien Abad, le président des députés, et mentionner l'ordre ou l'autorité comme l'un des 3 points, et faire dans son constat que l'ordre et l'autorité sont complètement décadents, en déliquescence complet en France, moi j'y vois cette forme d'autoritarisme qui est d'ailleurs reprochée au ministre de l'Intérieur actuel, Gérald Darmanin, sur la question de son rapport à la police, sur le fait que le ministère de l'Intérieur serait à la solde, grosso modo, des syndicats policiers. Toute cette manière d'exercer le pouvoir et les reproches qu'on peut avoir vis-à-vis d'un certain état policier, c'est cette dimension-là du fascisme que moi je mettais en avant. Et je pense que un Éric Zemmour, quand il parle d'autorité, etc., quand il parle de décadence, du suicide français, etc., c'est pas étranger à sa pensée. Non, je ne suis pas d'accord. Je vais vous dire pourquoi. D'abord parce qu'Éric Zemmour, ou Marine Le Pen d'ailleurs, n'ont pas exercé le pouvoir. Donc c'est difficile de leur reprocher, de leur dire votre style de pouvoir est fasciste. Vous le sauriez éventuellement s'ils l'avaient exercé. Deuxièmement, parce que Georges Clemenceau, qui est un grand républicain, François Mitterrand, qui a été un président socialiste, ont fait tirer sur la foule. Tirer sur la foule, on l'a oublié. Georges Clemenceau, il a maté les révoltes de mineurs, et notamment au moment des échauffourées sur la loi de 1905, il faut voir ce que certains de ses collègues ont fait. Donc l'exercice de l'autorité ou de la violence, c'est pas la marque du fascisme. Là, il y a une confusion totale. C'est aujourd'hui nier le fait qu'on a un problème d'ordre dans ce pays. Je vous donne un exemple. Carpentras. Moi, j'ai des gens qui viennent tirer à l'arme automatique en plein cœur de la ville. Il y a quand même un problème. J'ai un type qui vient me voir en m'expliquant qu'il a hérité de sa mère et qu'il est venu donc repérer la maison et qu'il y a des individus qui l'ont empêché d'accéder à sa maison en lui expliquant que c'était leur territoire. Il y a un problème d'ordre. Bon. Quand vous allez dans des petits villages au pied du Ventoux et qu'on vous explique qu'il y a un dealer qui a pignon sur rue, il y a un problème d'ordre. Donc, dire qu'on veut rétablir l'ordre, c'est pas le fascisme. Ou alors, si on fait ça, attention. C'est la manière dont on veut le rétablir. C'est-à-dire la force comme valeur cardinale. Je rappelle que le fascisme, ou le totalitarisme, c'est une vision intégrée de la société où on considère que tout, y compris dans votre vie privée, est géré par l'État et par quelqu'un d'ailleurs qui est arrivé au pouvoir par des moyens non démocratiques. L'État s'occupe de tout, y compris de la manière dont vous... Il a été élu. Il a été élu démocratiquement, c'est vrai. Il n'en reste pas moins qu'il s'est ensuite maintenu et qu'il a pu organiser des élections après 1933. Donc, il ne faut pas utiliser pour moi des grilles, je dirais, du passé pour désigner aujourd'hui des débats du présent. Sinon, on n'arrivera jamais à régler ce problème. Si dès que vous dites qu'il y a un problème d'immigration dans ce pays, on dit « Ah, attendez, vous êtes fasciste », c'est terminé. Non, mais c'est pas ce que j'ai dit. Mais oui. Simplement, le passé aide toujours à comprendre le présent. Et c'est d'ailleurs en général... Mais c'est pour ça que je vous ai cité Clémenceau. Clemenceau. Qui est un admirateur aussi de Gaulle, justement. Mais De Gaulle, enfin... L'exercice de la violence et la protection de la paix publique, c'est quelque chose qui n'est pas un choix facile. C'est facile de dire on maintient l'ordre, évidemment, quand vous avez une petite manifestation avec des... C'est pas ça. Mais qu'est-ce que vous faites le jour où vous avez des gens qui sont résolus à tuer et que vous décidez de prendre la responsabilité de les arrêter, y compris en les neutralisant? Ce qu'on avait fait, rappelez-vous, avec lorsqu'il y avait eu le GIA qui était arrivé, l'avion s'était arrêté sur l'aéroport de Marignane en 1993. Vous étiez peut-être pas né, mais moi je m'en souviens. Le Premier ministre, il a décidé l'assaut. On a tué les gens. Donc l'exercice de la violence, le fait d'ordonner de tuer ou le fait de réprimer n'est pas en soi une marque de fascisme. Après, la question, c'est comment est-ce que vous balancez l'ordre avec les libertés? Pendant la crise des Gilets jaunes, Emmanuel Macron, pour moi, est allé très très loin dans la répression de ces mouvements. Parce qu'ils avaient le droit de manifester. Il y avait des mouvements violents, mais la violence légitime ne s'est pas seulement exercée à l'égard des Black Blocs, elle s'est aussi appliquée à des gens qui tout simplement venaient manifester pour des raisons sociales. Et il y a eu, de ce point de vue-là, des dérapages. Mais c'est pas parce qu'il y a des dérapages qu'il faut considérer que l'État en soi serait mauvais pour la démocratie. Si vous n'avez pas de police, vous n'avez pas de démocratie. J'ai pas dit le contraire.
Sur cette question, d'ailleurs... Et donc, pour ça, pour vous dire qu'à la fin, vous m'avez dit Éric Ciotti par rapport à Zemmour. Moi, je pense qu'Éric Ciotti a plus de chances de rallier un Xavier Bertrand qu'un Éric Zemmour. Et vous, d'ailleurs, vous étiez favorable à ce qu'Éric Zemmour se rallie à la primaire de la droite? Parfaitement, mon capitaine. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi je considère qu'il n'est pas d'extrême droite, puisqu'il pourrait participer à la primaire de la droite. Mais à partir du moment où il mord sur votre électorat, vous pouvez dire le type n'a pas mes valeurs. Je ne parle pas de valeurs d'ailleurs, je vous parle de tactique politique. Vous pouvez dire que Xavier Bertrand n'a pas mes valeurs ou Jean-Christophe Lagarde n'a pas mes valeurs. Mais plus vous avez de candidats, moins vous avez de chance qu'à un moment donné, vous ayez un candidat qui puisse arriver au second tour. Demain, il y a un sondage qui sort où Éric Zemmour est à 10 et Xavier Bertrand est à 14. Et alors, on reste comme ça ou est-ce qu'il faut une primaire et à la fin, vous avez un candidat à 24 ? Et donc, est-ce que vous avez été convaincu par l'un des candidats à cette primaire Alors, moi, je suis neutre aujourd'hui dans cette approche, puisque je vais accueillir le samedi prochain à Lourmarin 4 des candidats à la primaire, donc pas Xavier Bertrand. Donc, je ne vais pas révéler, si vous voulez. Bon. Maintenant, si j'anonymise, il y en a un, et quand je dis un, ça peut être un ou une, que j'ai trouvé assez moderne sur la forme, parfois un peu... peut-être un peu trop relâché pour la fonction présidentielle, avec des idées disruptives, mais parfois trop superficielles. Un que j'ai trouvé sur la forme, peut-être trop classique, et très fort sur le fond, même si c'était pas toujours très audacieux, mais quand même avec des pointes. Un qui maîtrisait bien, l'exercice. Un qui, de manière surprenante, s'en est bien sorti, alors que je pensais qu'il allait mal s'en sortir. Voilà, globalement, il y a de la qualité. Enfin, quand vous avez 15 ou 20 ans de politique et que vous présentez à une primaire, ce serait quand même fort de café que vous ne soyez pas capable de dérouler un minimum de programme et de parler devant une salle de parlementaires ou d'élus. Vous avez notamment posé plusieurs questions, il me semble, sur l'énergie, sur le nucléaire, qui est l'une des choses auxquelles vous êtes attaché. La France, en tout cas tous les candidats me semblaient plutôt d'accord sur l'énergie nucléaire comme moyen de décarboner le mix énergétique. Valérie Pécresse par exemple, qui a pour objectif d'ici 2050 d'avoir une région Île-de-France ayant un mix 100% décarboné. Elle vous souhaiterait appliquer la même chose au niveau national si elle était élue présidente. Vous, c'est quoi votre rapport à ça, ces questions-là énergétiques Moi, ça fait 10 ans que je travaille sur les questions énergétiques. Alors, à la première élection que j'ai connue en première réélection en 2017, j'étais un peu dépité parce que François Fillon ou les autres candidats avaient très peu de choses sur le secteur énergétique qui me semblait important. Il y avait eu 15 secondes dans toute la campagne présidentielle sur le sujet énergétique. 15 secondes. Un débat où il y avait... Mélenchon a dit c'est important, il faut parler du nucléaire, et François Fillon a répondu oui. Ça a été ça le débat à la présidentielle. Sur un sujet qui concerne quand même la compétitivité des entreprises, l'indépendance énergétique, le pouvoir d'achat des Français, enfin beaucoup de choses. Mais vous remarquez, je vous interromps un instant, mais vous remarquez que il y a quand même à chaque fois seulement un très petit nombre de thèmes sur lesquels on se concentre dans une élection présidentielle et dans les débats qui la précèdent. J'avais été frappé en 2017 de n'entendre parler que d'Europe, d'emploi, et un troisième sujet, j'en suis plus certain, c'est peut-être le terrorisme déjà à l'époque. On a aussi parlé un peu de moralisation de vie politique. Et cette fois-ci, je sens qu'on va parler uniquement de sécurité, d'immigration déjà, et peut-être justement de climat et de lutte contre... Moi, je dirige un mouvement qui s'appelle Oser la France, où on essaye de sentir les sujets. Donc, sur quoi on a travaillé depuis 5 ans ? L'écologie, avec une doctrine écologique pour la droite, alors, qui est largement le produit aussi des travaux que je fais en tant que député spécialisé sur l'énergie. Et vous aurez remarqué que tous les candidats ont mis l'écologie et l'énergie dans leurs priorités, tous. Et sur la partie énergie, il se trouve que j'ai beaucoup discuté avec eux, donc je suis très content, si vous voulez, parce que globalement, ce sont les positions que je défends depuis 5 ans. L'islam et la relation à l'islam, parce que je pense que le terrorisme derrière, l'islamisme, l'intégration, enfin, il y a un sujet qui est autour de ceci. Et on voit bien que l'apparition du cas Zemmour, ça vient mettre ce sujet-là, parce que c'est le cœur, je dirais, de son argumentaire. Nous avons fait un petit travail sur l'Europe, et nous avons fait un livre d'or sur la souveraineté. Souveraineté économique, souveraineté juridique. Et vous aurez noté que la dernière polémique, c'est Michel Barnier, qui explique que sur l'immigration, il faut récupérer l'indépendance juridique de la France. On est en plein dedans. Moi, je suis très à l'aise avec ceci. Je pense que c'est sur ça que va se faire... il faudrait rajouter sans doute la relance économique, parce qu'on voit bien que derrière, il y a un problème. On va avoir un problème aussi de moyens financiers et de croissance. Donc,
pour moi, la campagne va se dérouler ici. Parce que vous, à droite, vous êtes pour du coup une croissance, effectivement, une croissance verte, comme le disaient certains des candidats. Vous êtes complètement opposé à l'idée que d'autres indicateurs que le PIB pourraient rendre compte de l'état de satisfaction, de bonheur général du pays et de son développement. Pas du tout. Non. Non. Le PIB, c'est un concept qui est le plus stupide qui existe. Le PIB, vous pouvez le faire bouger, baisser. Enfin, je veux dire, si vous faites votre ménage à la maison, si c'est vous-même qui faites le ménage, et que vous embauchez une femme de ménage, vous augmentez le PIB puisque vous créez un salaire. Ouais, donc comme tout indicateur macroéconomique, ce qui est intéressant, c'est quand il augmente et qu'il baisse. Maintenant, regardez les choses. Chaque année, le PIB augmente. Enfin, à part lorsqu'il y a eu la crise de la Covid. Est-ce que c'est indexé sur le bonheur des Français ? Nous sommes plus riches, globalement, que les Français dans les années 60. Est-ce que nous sommes plus heureux ? Alors du coup, cette croissance, que vous prenez croissance verte, etc., sur quel Moi, ce que indicateurs je dis d'abord, c'est que on doit bien caractériser l'adversaire. Moi, je suis contre l'écologie telle qu'elle est prônée par l'Europe Écologie Les Verts. C'est-à-dire C'est une écologie qui oublie l'homme. En fait, la focale de cette écologie, c'est de considérer qu'il y a urgence, parce qu'il y a le réchauffement climatique, donc on doit aller vite. Comme on doit aller vite, on n'a plus le temps de débattre. On n'a plus le temps, le temps démocratique n'est pas adapté. Les mesures, on les connaît, et de toute façon, elles doivent être radicales, et elles supposent de changer de modèle économique. Ce qui est critiqué derrière cette écologie de combat, c'est le capitalisme, qui a des travers, mais là, pour le coup, on se rapproche beaucoup plus d'une espèce de néo-marxisme. Là, le problème dans tout ça, c'est de demander aux gens s'ils sont d'accord. Quand vous dites, par exemple, il faut atteindre la neutralité carbone, il y a plusieurs manières d'atteindre la neutralité carbone. Il y en a une qui est de baisser drastiquement nos émissions de CO2. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire baisser de 7 à 8 fois les émissions de CO2 actuelles. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire que moi, je vous donne un quota dans l'année, vous avez le droit de faire un aller-retour Paris-New York. Une fois que vous avez fait votre aller-retour Paris-New York, je vous interdis d'émettre le moins de grammes de CO2. Et ça vous paraît complètement inconcevable ? Ah oui ? Vous allez vous chauffer comment ? Sans faire l'aller-retour Paris-New York en avion ? Non, Donc, vous allez... en mais à l'année. Oui, mais en dépensant ce quota carbone autrement que dans un aller D'accord. Paris-New York. Alors pour ça, vous avez droit à chauffer un appartement de 70 mètres carrés pendant un an. C'est bien, vous serez au chaud. Par contre, vous ne pourrez plus partir en vacances. Vous ne pourrez même plus partir au boulot, il faudra uniquement prendre des transports en commun. Pratique quand on est à Paris, un peu moins pratique quand on est en Lozère. Notez que les animaux émettent du méthane, qui est aussi un gaz de réchauffement climatique. Donc, quand on vous explique qu'on va basculer en 10 ou 15 ou 20 ans, même en 30 ans, sans avoir de solution technologique pour, par exemple, absorber du CO2, pour alléger, je dirais, la douloureuse, mais enfin, vous n'y arriverez pas. Et d'ailleurs, même si vous y arriviez en France, même si vous plantiez toute la croissance française pour y arriver, je vais revenir plus tard pour ça, il faudra encore que les Chinois et les Indiens le fassent. Année du Covid, année de la Covid. Vous avez vu le résultat 2020. Chômage, baisse, fermeture pendant des mois de l'activité économique. Résultat CO2, c'est à peine ce qu'il faudrait faire et il faudrait reproduire ça pendant 30 ou 40 ans. Je pose une question. Est-ce que vous pensez que pendant 30 ou 40 ans, on peut fermer tous les restaurants, tous les commerces pour atteindre l'objectif de CO2 ? Non, monsieur Aubert, mais les personnes qui sont militants, effectivement, notamment sur la décroissance, je pense à des personnes comme Jean-Marc Jancovici qui en ont parlé, ou à bon pote Thomas Wagner plus récemment, qui a émergé sur ce sujet-là. Jancovici, quelqu'un de très brillant. Voilà, tout à fait. Évidemment, parle de cet épouvantail de la Covid, du confinement, de la fermeture totale de tout, qui serait en fait le modèle de décroissance. Et donc, si on veut absolument réduire toutes les émissions de gaz à effet de serre pour atteindre cette neutralité carbone, il faudrait être confiné tout le temps chez soi. Non, enfin, effectivement, c'est une solution, mais elle est terrible et personne n'y consentirait, on est d'accord. En revanche, ça peut coupler innovation technologique qui reste quand même à trouver, parce que c'est peut-être un peu facile de parier sur des choses qui aujourd'hui n'existent pas et dont on ne sait pas si elles existeront un jour. Il faut coupler ça avec tout de même une forme de réduction, c'est-à-dire renoncer à effectivement peut-être une consommation de protéines animales qui émettent du méthane notamment, consomment de l'eau, etc. C'est renoncer peut-être à ces allers-retours Paris-Dubaï pour des week-ends, etc. Même si d'ailleurs une petite partie seulement de la population prend l'avion. C'est 70% des émissions qui sont émises par les 100 plus grandes entreprises mondiales sur lesquelles il faut peut-être agir. Enfin, bon, c'est pas à vous que je vais enseigner le rapport du GIEC, mais ces éléments-là, cette décroissance-là, je trouve que c'est néfaste
de le présenter, je dirais, l'impossibilité de réduire les émissions de gaz à effet de serre pour atteindre une neutralité carbone, sous le prisme de il faudrait tout Attention, fermer. vous avez commencé par l'innovation technologique. L'innovation, moi j'y suis favorable, c'est de la croissance. Vous n'êtes déjà plus dans la décroissance quand vous intégrez l'innovation technologique. Débat au Parlement, juin 2019, je crois. Texte climatique. Quand on a parlé de neutralité carbone, la différence entre Delphine Batho et la majorité En Marche, c'est que Delphine Batho ne voulait pas qu'on mette, et ses alliés verts ne voulaient pas qu'on mette la possibilité de recourir à des solutions technologiques, c'est tricher. Parce que le vrai objectif de l'écologiste, ça n'est pas qu'on résolve le problème avec des grosses machines qui pompent le CO2. L'objectif de l'écologiste radical, c'est de changer de société, c'est-à-dire d'avoir des gens locavores, qui sont piétons, qui font du vélo, etc. etc. C'est un peu caricatural, mais c'est de manière générale de changer de société, C'est on pas- serait d'accord. C'est caricatural, mais c'est pas aussi éloigné. Le problème, c'est que le changement de société, dans une société démocratique, ça obéit à un choix public. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on essaye de pousser les gens vers ce changement de société par la contrainte. On va vous dire, vous comprenez, les véhicules sont polluants, donc par exemple, on va vous taxer, je dirais, votre véhicule essence. Ou alors, vous avez une chaudière à fioul, vous comprenez, le fioul c'est polluant, donc il faut la changer. Ou en tout cas, on va l'interdire à horizon de temps. Donc ça marche par l'interdiction, sauf que qui vous atteignez? Qui c'est qui se chauffe au fioul? Et qui c'est qui conduit le diesel? Les classes populaires. Les classes populaires. rurales, Est-ce qu'elles ont- d'ailleurs, aussi. Est-ce qu'elles sont anti-écologiques, les classes populaires? Pas vraiment. Mais elles n'ont pas les moyens de se payer une pompe à chaleur. Alors on essaye de rattraper par derrière, par des aides, mais c'est un choix politique. À un moment donné, il faut aller voir. D'ailleurs, la crise des Gilets jaunes, elle a été provoquée par ça. Vous avez besoin des débats politiques pour dire dans quelle société voulez-vous évoluer. Il faut que les gens comprennent que si vous voulez atteindre la neutralité carbone, expliquez aux gens avant qu'est-ce que ça signifie. Par exemple, vous avez parlé des animaux, la protéine animale. Si vous n'avez plus recours à de la protéine animale, vous avez la protéine végétale ou vous avez la viande de paillasse. Moi, la viande de paillasse, c'est hors de question. Moi, j'ai pas envie que mes enfants, ils connaissent le bœuf par des trucs qui sont élevés en laboratoire. J'appelle pas ça un progrès. Vous parliez tout à l'heure de progrès. Donc l'innovation technologique, mais peut-être pas sur tous les points. Mais non, science sur conscience n'est que ruine de l'âme, nous apprenait-on en terminale. Et deuxièmement, tout progrès n'est pas bon à prendre. J'ajoute que, par rapport à cette question de l'animal, rappelez-vous quand même à la base qu'on fait ça par écologie. D'accord? L'écologie, c'est aussi faire comprendre à l'homme qu'il évolue dans un cadre naturel. Mais est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que les industries, l'industrie de l'abattage est vraiment très naturelle? La manière dont on élève les vaches, par exemple, on sépare la mère du veau, le veau de la mère à l'âge de, je sais pas quel mois exactement, mais beaucoup plus tôt que ça n'aurait été le cas dans la nature, et qu'il y a des vaches qui ont des hublots dans les... Est-ce que vous connaissez des vaches sauvages, vous? Ah non. Et pourquoi vous ne connaissez pas de vaches sauvages? Bah, parce que je suis déjà pas paysan. Non, pas du tout. Mais parce que la vache, elle aurait disparu si l'homme n'avait pas la domestiquée. L'erreur de l'écologie radicale, c'est d'avoir une vision totalement fantasmée de la nature. Le cheval n'aurait jamais survécu si l'homme ne l'avait pas domestiqué. Donc expliquer que, par exemple, il faudrait gérer les vaches différemment par rapport à un cadre naturel, mais c'est un fantasme. La nature fonctionne par la domination des espèces sur les autres. Pourquoi les pucerons pullulent? Parce que les fourmis les élèvent pour récolter leur nectar. Alors certes, vous avez des pucerons qui meurent, mais l'espèce en tant que telle bénéficie de cette coopération avec les fourmis, de la même manière que le chien ou le cheval bénéficie de sa coopération avec l'homme. Et ensuite, alors après, on peut parler de la condition animale dans les abattoirs, de la souffrance, etc. Je vous dis pas, si vous voulez, qu'il faut élever les vaches en batterie. Moi, je suis, si vous voulez, contre le fait de mettre des poules dans des hangars où elles ne voient pas le jour. Mais aujourd'hui, c'est ça qui se passe, hein, et Ouais, les mais broyeurs vous- de poussins, etc. C'est-à-dire que la Non. manière d'imaginer la consommation en disant, bon, aujourd'hui, si on faut pas forcer les gens, etc., machin, les gens ils se rendent pas compte non plus aussi de ce qui se passe. Alors, d'abord, il y a moyen je dirais, de l'illustrer. Et ensuite, il faut répondre à une autre question qui est derrière. Pourquoi les gens... vous avez deux sortes de clients. Vous avez celui qui va choisir le supermarché de qualité, il va regarder les labels, et il va dire, moi, les œufs, je vais les acheter 2 € la barquette, parce que vous comprenez, j'ai vu que c'était bio, sans OGM, tac, 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 ça coche. Puis vous avez celui qui va chez Lidl, et qui n'a pas les moyens. Et il prendra la barquette d'œufs qui est la moins chère. Est-ce qu'il faut le criminaliser, celui-ci? Parce qu'il serait un mauvais humain? Pas du tout. Simplement, il faut comprendre son problème. Alors,
nous vivons dans une société ouverte, où écologie et libre-échange ont beaucoup de mal à cohabiter, puisque ça marche par la pression, par les prix. Et moi, la vraie différence avec l'écologie radicale, c'est qu'elle oublie l'homme dans tout ça. Or, l'homme, il fait partie de l'écologie. D'ailleurs, je lisais un sondage il y a quelques secondes qui disait que 56% des jeunes pensaient que l'humanité était condamnée. D'ailleurs, le raisonnement final de certains des écologistes, c'est de dire qu'il faut faire moins d'enfants. Vous parliez du fascisme tout à l'heure, vous en rappelez ? Je vous ai dit, la marque du fascisme, c'est de décider la vie des gens dans leur cadre privé. Expliquez-moi quel État démocratique pourrait venir à vous expliquer, monsieur, vous avez un enfant, il faut arrêter. La différence, c'est que jusqu'à preuve du contraire, en tout cas, les écologistes ne sont pas en train de mettre en prison les personnes qui auraient 2 enfants. On n'est pas encore en Chine. Dieu merci. En revanche, Pas encore, non, merci. Mais il y a peut-être une incitation à réfléchir à la question du nombre d'enfants qu'on a. Ça, c'est démocratique. Voilà. Mais n'oubliez pas, Et c'est là où on en est. n'oubliez pas que les femmes, puisque quand on est progressiste, il faut aller jusqu'au bout, ont mis 30 ans à conquérir leur corps, le droit de faire ce qu'elles veulent de leur corps, et qu'aujourd'hui, dans le débat public, vous avez des gens qui disent, moi, je trouve qu'on devrait trouver un moyen de limiter les naissances. Limiter les naissances, ça veut dire expliquer à des femmes ce qu'elles doivent ou ce qu'elles ne doivent pas faire. Je trouve, si vous voulez... Non, parce que les personnes... Il y a d'ailleurs beaucoup plus de féministes qui remettent en question la maternité. Je pense à Bettina Zurli, à d'ailleurs Louise de My Better Self, etc., qui remettent en question la maternité comme manière de s'émanciper en tant que femme, sans que ce soit le fruit d'une injonction patriarcale. C'est un autre sujet sur... on pourra, si vous voulez, étudier le wokisme une autre fois, mais en tout cas, sur l'écologie radicale, vous cherchiez la différence, elle est là. C'est qu'à mon avis, c'est ce que j'appelle l'écologie humaniste. L'écologie humaniste, c'est de comprendre que l'homme ne doit pas être dans l'hubris, comme il a pu l'être d'ailleurs dans les années 70-80 quand il a gaspillé la planète, mais il ne doit pas tomber dans l'excès inverse, c'est-à-dire ne plus prendre en compte le rôle de l'humain, ses besoins dans un écosystème, au motif, si vous voulez, qu'il y aura un problème sur la planète. Parce que je vais vous dire, la vérité vraie. Je vois que vous avez un beau t-shirt sur la planète. Si on ne respecte pas les objectifs des COP, la planète, elle sera toujours là. Nous, par contre, j'en suis pas sûr. Les dinosaures sont plus là pour témoigner. La planète est toujours là. Donc, c'est pas la planète qu'il faut protéger. C'est faux. C'est l'homme. Mais personne, je pense, ne dit le contraire. Ceux qui disent qu'il faut moins d'hommes, si vous voulez, c'est une manière assez curieuse. Mais peut-être pour que certains qui sont là vivent, puisque on ne prive personne d'exister, on prive des potentialités, des individus potentiels peut-être de venir un jour Mais au si monde. les gens veulent pas, vous faites quoi alors ? Non, mais Vous faites des incitations fiscales à avoir moins d'enfants ? Mais pour clore ce débat, de toute façon, je pense qu'on est d'accord sur le fait qu'il faut déjà agir au niveau international, puisque la France seule ne réalisera jamais un objectif de neutralité carbone, et que si d'ailleurs la neutralité carbone ne peut s'interpréter qu'au niveau international. Et je serais ravi d'échanger avec vous sur le wokisme. Oui. C'est justement, vous parliez des classes populaires. Est-ce que vous avez l'impression que LR aujourd'hui les représente vraiment ? Parce qu'au congrès de Nîmes, pour y revenir, honnêtement, j'ai vu que des têtes blanches et plutôt bourgeoises. Est-ce que aujourd'hui LR c'est pas un peu un parti de vieux bourgeois ? Alors, je ne sais pas comment vous faites pour reconnaître une personne retraitée ou âgée, c'est assez facile. Les cheveux sont un assez bon signal. Savoir si quelqu'un est d'origine bourgeoise ou pas, c'est plus compliqué. N'oubliez pas que vous êtes dans un cadre parlementaire où les gens mettent des costumes cravates. D'accord ? Vous, si je vous mets en costume cravate, on aura beaucoup de mal à déterminer si vous êtes pauvre ou riche à la base. Reste que, oui, vous avez raison, les classes populaires ont lâché la droite. Et d'ailleurs, ils ont lâché tous les partis politiques. Un peu moins peut-être le Rassemblement national, mais elles sont plongées dans l'abstention, les classes populaires. Et pourquoi ? Parce que plus personne ne les a défendues. La droite, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas la droite de l'argent. Oui, vous avez une droite de l'argent. Vous avez des intérêts financiers. Mais la droite qui a toujours gagné les élections, c'est pas celle-ci. C'est la droite qui défendait les classes populaires. Et effectivement, il y a eu au moment de la création de l'UMP, il y a eu dans les choix économiques qui ont été faits, des arbitrages de courte vue qui ont en réalité été systématiquement défavorables aux classes populaires, avec des fois des reniements et des absences de parole. Voilà. Et donc les gens, au bout d'un moment, ils disent on ne vous croit plus. Et sur la vieillesse ou la jeunesse du parti, il y avait récemment une réunion de jeunes républicains. D'ailleurs, il y a une photo qui a été pas mal détournée sur les réseaux sociaux où vous êtes au premier plan, puisque, il faut le dire, c'est un petit peu comique, en tout cas de mon point de vue, toutes les personnes qui sont en arrière-plan, qui sont effectivement des jeunes sympathisants LR, sont assez similaires les uns aux autres physiquement. Grosso modo, il n'y a que des hommes.
Et ils sont tous, ils sortent un peu du lave-linge en costume, etc. Sont quasiment tous blancs, ce qui n'est pas forcément un critère, bon voilà. Mais en tout cas, ils se ressemblent les uns les autres. Est-ce que ça vous a... Qu'est-ce que vous en pensez d'ailleurs de cette photo et de la polémique? Je vais vous dire deux choses. Il y a une polémique qui, j'ai en profité pour régler quelques comptes. Il y a des gens qui disent « Ah, il n'y a que des hommes derrière ». Rendez-vous compte qu'on vit dans une société où on aurait préféré, voyant que j'avais que des hommes derrière, de trouver 3 femmes dans la rue en disant « Vous comprenez, on va mettre des plantes vertes ou on va modifier la photo ». On aurait préféré que je falsifie la photo, que je la photoshop, oui, puisqu'il y avait que des hommes. Non, on aurait juste préféré qu'il y ait des femmes Mais où on attendez, aurait peut-être... comment vous faites pour les inventer si elles sont pas là? Ah oui, non, mais c'est peut-être ça le problème, c'est qu'elles soient pas là. Si je n'avais eu que des femmes, s'il y avait eu que des femmes, est-ce qu'on m'aurait fait le même procès? Non, sans doute pas. Voilà. Donc, est-ce que vous comprenez que être un homme, c'est pas un choix? Vous l'avez pas choisi. Est-ce qu'on a le droit de vous attaquer pour ça? Non, mais moi je demande pas, j'attaque personne. Je demande juste simplement si LR c'est pas un parti qui du coup a Certains m'ont attaqué pour ça. Donc déjà, si vous voulez, je trouve que c'est assez curieux. Les gens ont un problème avec le réel. C'est pas un problème d'égalité homme-femme. J'ai pas dit... S'il y avait eu, par exemple, imaginons 30 femmes et 30 hommes, et j'avais dit aux hommes, on prend la photo, puis les 30 femmes, je vous interdis d'être sur la photo, là, c'est de la discrimination. Mais là, c'est pas le cas. J'ai pris les gens qui avaient. D'ailleurs, on a fait 2 photos. Il se trouve qu'il y a une autre photo où il y a des femmes au premier rang. Bon. Après, oui, maintenant, venons ensuite, une fois qu'on a mis de côté la polémique stalinienne de nos amis, qui auraient préféré, comme sous Brejnev, que je modifie la photo sous Photoshop. Bonjour, je vous salue. Yo, comme on dit. Vous avez ensuite, le sujet du fond. Oui, bah oui, mais ça, alors c'est vieux comme le monde dans les partis politiques de droite, c'est plus masculin que féminin. Et oui, vous avez effectivement une surreprésentation, on va dire surtout sur un événement à Paris, vous avez une surreprésentation du Parisien. Et le Parisien, il est plutôt en Loden et en Ralph Lauren que... voilà. Maintenant... Vous allez voir les jeunes de la France Insoumise, ils porteront tous des t-shirts avec des dreadlocks ou je caricature un peu. Il y aura plus de dreadlocks. De manière générale, le citoyen français est peut-être plus proche de cette simplicité. Non, le citoyen français, il est très divers. Vous avez des gens qui sont en Loden et vous avez des gens qui sont en dreadlocks. Ouais, enfin, non, alors ça, c'est quand même, de manière générale, c'est juste statistique. Il y a plus de monde dans les classes populaires et qui ne s'habillent pas forcément. Mais en classe populaire, vous avez une vision des classes populaires. Au contraire, il y a une... en costume, l'habit c'est pas le moine, effectivement. Non, c'est pas ça. Vous savez, on a la France Insoumise au Parlement. France Insoumise, ils portent la chemise en dehors du truc, ils portent pas de cravate. En pensant que c'est populaire. C'est faux. Moi, il y a des gens qui gagnent le SMIC ou qui sont allocataires du RSA, quand ils viennent visiter l'Assemblée nationale, ils achètent une cravate, ils mettent une veste, elle était dépareillée, mais jamais ils viendraient. Ils ont même honte quand ils n'ont pas le pantalon qui va avec. Je vois qu'ils ont choisi les habits. C'est profondément, si vous voulez, méprisant pour les classes populaires de leur dire, comme vous êtes pauvres, eh ben, faut s'habiller n'importe comment. Ben, c'est faux. C'est souvent d'ailleurs les riches qui se permettent d'arriver n'importe comment avec la chemise jusque-là en disant, parce que vous comprenez, moi je peux me le permettre parce que j'ai de l'argent. Le pauvre, justement, il réfléchit différemment. Ça, c'est un deuxième truc sur lequel je tenais à mettre une petite truc. Ensuite, oui, il y a un problème, effectivement, ensuite de représentation, on est d'accord, et ça doit changer. Mais maintenant, il ne faut pas reprocher. Moi, vous savez, je suis comme les curés. Hein. Les curés, ils engueulent ceux qui sont venus pour ceux qui ne sont pas venus. Bah, déjà, vous êtes content d'avoir des fidèles. Hein. Merci pour cette clarification. 2 dernières questions qu'on pose à tous nos invités. D'abord, est-ce que vous avez une recommandation pour cette interview œil pour œil d'invités que vous aimeriez regarder vous-même? Ça dépend en politique ou hors de la... Pas nécessairement en politique. Pas nécessairement en politique. Mathieu Kassovitz, ça vous ferait un bon équilibre avec moi. Oui, je le voyais d'ailleurs se prendre le bec hier sur une vidéo sur On n'est pas couché avec Yann Moix, qui date un petit peu. Dernière question. Vous avez une citation peut-être de vous-même ou de quelqu'un d'autre qui vous guide, vous inspire? Ah, moi j'aime bien une citation du maréchal Delattre de Tassigny. Les nations meurent des maladies de la volonté. C'est tout un programme pour quelqu'un qui a créé un parti qui s'appelle Oser la France. Merci Julien Aubert. Merci. J'espère que cette interview vous aura plu. N'hésitez pas à nous le faire savoir si c'est le cas en commentaire, à la partager autour de vous, à vos proches, et puis à vous abonner à notre chaîne. On se retrouve très bientôt pour un prochain œil pour œil. Ciao. Enfin, si ça vous a plu, il faut me le dire à moi, et si ça vous a pas plu, vous le dites à lui. Hein.